Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Très rapidement, je vais revenir sur un phénomène dont je vous ai déjà parlé dans une précédente petite vidéo embarquée concernant ces fameux ballons chinois qui sont des ballons espions et de ces fameux deux objets que les Canadiens et les Américains ont descendus sans véritablement savoir où les avoir identifiés et qui ont généré un narratif que, évidemment, c'est assez amusant de voir qu'encore une fois, on essaie de nous prendre vraiment pour des abrutis. Je veux parler évidemment du fait qu'il y a un narratif qui est en train de se remettre en place aux États-Unis, qui est celui des ovnis, plus particulièrement des extraterrestres. Attention, ovnis extraterrestres, ça ne veut pas forcément dire la même chose, puisque je rappelle que ovni, c'est objet volant non identifié, dans sa version anglaise, UFO, Unidentified Flying Object, qui est le terme technique pour définir ou déterminer un événement ou un phénomène aérien non identifié. Or, dans l'inconscient collectif, vous-même, si je vous dis ovni, tout de suite vous pensez soucoupe volante, extraterrestre, etc., etc. Alors que pas du tout. Oui, parce que c'est la dénomination qu'on utilise très souvent dans des phénomènes dont certains aiment absolument en traduire, en retranscrire le fait que c'est un phénomène lié aux extraterrestres ou lié tout du moins à des visites extraterrestres, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux venus de l'espace évidemment, etc., issus de technologies très évoluées, très développées, etc. Alors, je vous rassure tout de suite, aux États-Unis, si on en reparle, c'est parce que ça fait partie de la culture. Je rappelle, je vous l'avais expliqué dans les années 50, où les aspects, le fameux projet Blue Book, etc., etc. J'ai fait une vidéo, je ne vais pas revenir dessus, sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Donc malheureusement, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très ancré dans les mythes et légendes de la culture américaine. Mais là où j'ai été très étonné, c'est de voir une presse française diffuser, retranscrire à peu près le même propos. C'est-à-dire faire le lien entre ces deux événements et les extraterrestres. Alors oui, je sais. Même si dans la culture française, à l'origine, on est beaucoup plus cartésien, que même si le sujet, nous l'avons abordé sur un prisme et une orientation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus éthique, beaucoup plus scientifique, il n'en est pas moins que chez les Français, ça a généré en effet quelques mythes, mais voilà, c'est des sujets qui restaient relativement de très second plan, sauf aujourd'hui. Pourquoi je dis sauf aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en France, très clairement, nous avons des Français issus des jeunes générations qui se sont américanisés. Américanisés dans tous les points négatifs que cela implique, c'est-à-dire l'émotionnel, l'hypersensibilité, l'immaturité, l'irresponsabilisation, l'infantilisation, j'ai déjà dit, mais surtout par le phénomène de la société, de la satisfaction, du plaisir, de l'envie. Et forcément, c'est une partie de la société française qui est à l'image de la société américaine, c'est-à-dire qu'on est prêt à leur faire croire tout et n'importe quoi. Et de voir des gros titres de certaines presses reprendre le terme extraterrestre. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur le sujet. Moi, mon état d'esprit, c'est à peu près relatif à ce que Alexandre Astier avait fait dans son spectacle l'exoconférence, c'est-à-dire déstructurer, déconstruire le mythe, non sans obligatoirement le remettre en question d'une façon générale. Puisque je rappelle, la plupart des scientifiques notables qui se sont penchés sur la question, dont un qui s'appelle, je crois, Monsieur Vallée, que vous connaissez peut-être certainement pour ceux qui se sont penchés sur la question, avait admis que, d'un côté, oui, il y a des technologies, plus particulièrement les Américains, qui ont été développées et dont on se pose des questions sur les origines, c'est-à-dire que ce ne sont pas des technologies qui sont nées comme ça, sur un claquement de doigts, tout d'un coup, parce qu'un mec a eu une idée géniale. Et que dans l'ensemble des phénomènes recensés à travers le monde, il n'y a que 5% de phénomènes inexpliqués, de phénomènes
inexpliqué. Sauf que, malheureusement, quand on dit phénomène inexpliqué, c'est-à-dire que finalement on n'a pas suffisamment de données, on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas suffisamment même de technologie pour apporter une réponse concrète ou même une théorie sur l'événement, eh bien, malheureusement, il y a dans notre culture, il y a dans notre civilisation des gens qui n'admettent pas l'inconnu, qui n'admettent pas de ne pas savoir, et qui par conséquent font des liens, font des raccourcis pour dire, eh bien, si c'est inexpliqué, c'est la preuve que ce sont des extraterrestres. Alors que non. Donc, que puis-je vous dire de plus, si ce n'est que, très clairement, les Américains sont en train d'agiter un chiffon rouge pour attirer l'attention sur un truc complètement débile, sur un truc complètement stupide, pour cacher peut-être autre chose, pour cacher d'autres événements, pour occuper ou tenter d'occuper l'espace médiatique avec, encore une fois de plus, de la légende, du mythe, de la légende urbaine. Que pourraient vouloir cacher, les autorités américaines? Eh bien, il y a un événement aux États-Unis qui est en train de faire beaucoup parler, même si, encore une fois, peut-être que ces histoires d'extraterrestres ont pour fonction d'essayer de détourner l'opinion de cet événement. Cet événement, c'est celui qui vient de se produire dans l'Ohio, près de la petite ville de East Palestine. Vous l'avez sans doute vu, un déraillement, un accident ferroviaire, mais malheureusement avec des wagons-citernes qui possédaient des produits chimiques. Et évidemment, certains médias indépendants ont voulu essayer de rendre compte, de témoigner, de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Beaucoup d'entre eux ont été systématiquement interpellés, arrêtés. Mais néanmoins, il y a certains témoignages qui aujourd'hui circulent. Des témoignages d'habitants, des habitants qui ont été évacués. Alors, l'évacuation n'est pas une preuve d'un problème sérieux, c'est une mesure de précaution. Néanmoins, certains faits, avec le temps, ont commencé à être relatés. Un des faits qui est aujourd'hui indiscutable, c'est que les autorités locales ont fait appel à des sociétés privées pour nettoyer. Alors nettoyer, évidemment, le site aujourd'hui sécurisé, mais aussi nettoyer la rivière. Car oui, malheureusement, il y a eu des écoulements de produits toxiques dans la rivière. Et du coup, phénomène immédiat, les poissons ont commencé à nager le ventre à l'air sur la surface de la rivière. Donc, des vidéos, en effet, montrent que des gens sont en train de nettoyer les rivières, des sociétés privées, etc. Mais ce qui suscite la question, c'est qu'en général, ce genre d'événement, qui est un événement non négligeable, puisque là, il y a un problème environnemental qui s'impose, eh bien, l'absence de certaines agences fédérales. Absence de l'Agence fédérale pour l'environnement. Absence de la FEMA, spécialisée dans les catastrophes naturelles, ou dans les désastres, ou dans, justement, les problèmes environnementaux. C'est-à-dire que, en réalité, est-ce que les médias sont aujourd'hui complices de cacher le fait que la rapidité d'intervention, la rapidité du fonctionnement de l'administration fédérale américaine pour aider à ce sinistre a-t-elle dysfonctionné? Alors évidemment, certains commencent à dire que ça se trouve peut-être qu'en effet, nous sommes en face d'une catastrophe écologique importante. Émanation de fumée, émanation de gaz, certains rapportent des irritations, des personnes qui étaient peut-être exposées ont été immédiatement prises en charge par des autorités et des hôpitaux locaux. Néanmoins, des questions subsistent. Et à cette question, la républicaine Marjorie Taylor Greene dénonce l'ignorance par les médias mainstream et l'une des pires catastrophes environnementales survenues à East Palestine, une ville de l'Ohio. Selon elle, les médias sont plus intéressés par des sujets moins importants comme le fameux ballon chinois dans le ciel et les objets volants non identifiés qui apparaissent ici et là au lieu de se concentrer sur cette crise environnementale.
La catastrophe a commencé la semaine dernière, lorsqu'un train de plus de 100 wagons a déraillé dans la ville de East Palestine, à quelques kilomètres à la frontière de l'État de Pennsylvanie avec l'Ohio. 50 de ces wagons ont quitté le rail et 20 d'entre eux transportaient des matières dangereuses, dont 10 contenaient du chlorure de vinyle pressurisé, un gaz hautement inflammable et cancérigène. Les journalistes trop curieux ne sont pas les bienvenus. Autre événement très inquiétant, Evan Lambert, journaliste du News Nation, qui tentait de faire un reportage sur le déraillement, a été arrêté manu militari pendant une conférence de presse où il filmait en direct. La gestion de la situation dangereuse, brûler les matières toxiques. Selon le site Zero Edge, pour gérer la gestion dangereuse, l'agence de gestion des urgences de l'Ohio, donc c'est l'agence d'État, a décidé de brûler le gaz toxique pour éviter une explosion incontrôlable. Cependant, cette opération a envoyé une grande quantité de fumée contenant du chlorure de vinyle, du phosgène, du chlorure d'hydrogène et d'autres gaz dans l'air pendant plusieurs jours. Le phosgène en particulier est un gaz hautement toxique qui peut causer des vomissements et des problèmes respiratoires. La toxicité du gaz phosgène est si puissante qu'il a déjà été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Ordre d'évacuation et de mise à l'abri. Les produits chimiques dangereux dans l'air ont obligé les autorités à émettre des ordres d'évacuation dans un rayon d'1 kilomètre autour du lieu du déraillement. Cependant, malgré les risques pour la sécurité publique, plus de 500 personnes à l'intérieur de la zone d'évacuation ont refusé de quitter leur maison. Après l'incendie contrôlé, les autorités locales ont reçu un nombre de rapports préoccupants de la part de résidents en dehors du rayon d'1 kilomètre d'évacuation indiquant que l'urgence causée par la catastrophe n'était pas terminée. Des témoignages de personnes telles que Taylor Ozzles décrivent une situation très différente de celle des autorités, assurant que la situation est sous contrôle. Sorti de nulle part, un renard a juste commencé à tousser très fort, puis il est mort, a rappelé Holzer aux médias locaux de WKBN 27 News. Il était très faible, mou, ses yeux étaient très larmoyants. La fumée et les produits chimiques du train, c'est la seule chose qui a pu être la cause, car cela n'arrive jamais. De nombreuses vidéos sur Internet montrent que des poissons, des grenouilles, des bétails sont actuellement décimés. Les risques pour la santé au court et à long terme. La mauvaise qualité de l'air présente des risques pour la santé à court et à long terme, car les produits chimiques dégagés peuvent causer des cancers dans les organes tels que le foie. Les autorités ont utilisé des techniques de modélisation, de dispersion pour évaluer et atténuer les risques des produits chimiques aériens, mais ces produits peuvent également être transportés par les eaux de pluie et les rivières et affecter tout l'écosystème. Évidemment, cet événement n'est pas sans rappeler en France les événements qui ont pu se produire, et plus particulièrement récemment avec l'usine Lubrizol. Ou même encore aujourd'hui, c'est un débat. Un débat à savoir si des personnes qui développent des cancers ou des maladies auto-immunes ou des maladies de peau, est-ce que c'est en lien au fait qu'ils aient été exposés lors des événements? Le seul problème, c'est que évidemment, les enjeux financiers sont importants et comme tout enjeu financier, c'est une bataille juridique d'experts, de contre-experts, de contre-experts, pour au final dire « oui, c'est possible, mais rien ne prouve ». Le hasard de l'adaptation cinématographique. Oui, quel hasard? Alors, hasard. Peut-être que vous avez vu le film White Noise. C'est un film américain qui date de l'année dernière, qui a été réalisé par Noah Baumbach et qui est sorti en 2022 et qui raconte l'histoire d'une famille recomposée dont la vie est bouleversée lorsqu'un accident ferroviaire cataclysmique projette une nuée de déchets chimiques sur la ville. Cet épisode aérien toxique oblige à une évacuation massive dans un important embouteillage sur l'autoroute. La famille et de nombreuses autres personnes sont mises en quarantaine dans un camp d'été. Après 9 jours, la famille parvient à quitter le camp. Cependant, comme Jack a été brièvement exposé aux déchets chimiques, sa peur de la mort est exacerbée. Alors,
Évidemment, le cinéma, la télévision a toujours fait des histoires sur des catastrophes. Sauf que ce film a quand même quelque chose d'assez étrange. Pourquoi? Parce que ce film a été tourné dans l'Ohio. Comble du hasard, la famille fictive de ce film habite East Palestine. Et encore mieux, c'est que East Palestine a été choisi en 2021 pour jouer avec des figurants venant d'East Palestine. Cependant, la situation s'est soudainement détériorée la semaine dernière lorsque les autorités ont ordonné l'évacuation de leur domicile pour de vrai, cette fois. La contamination de l'air, de l'eau et du sol. En conclusion, la catastrophe ferroviaire de East Palestine est non seulement causé des risques pour la santé en raison de la dispersion de substances toxiques dans l'air, mais en entraînant des contaminations de l'eau et des sols. Et sans parler qu'évidemment, si jamais il neige ou il pleut, avec le ruissellement, les particules qui sont peut-être en suspension ou même déposées en surface, risquent en effet de contaminer les sols et voire même de contaminer les nappes phréatiques. Les déclarations des autorités selon lesquelles la situation était sous contrôle semblent être en décalage avec les témoignages des personnes locales qui ont décrit des effets néfastes sur la faune et la flore. Là encore, on est face au problème de l'interprétation ou la façon dont les gens interprètent selon leur culture, selon leurs connaissances. Vous allez avoir des gens qui vont peut-être prendre des événements qui n'ont strictement rien à voir, mais qui, dans leur esprit, vont en faire la déduction comme étant la preuve d'une conséquence de l'événement. Tout comme des gens tout à fait cohérents, tout à fait intelligents, sauront définir et déterminer que cet événement commence déjà en effet à avoir des conséquences. Alors évidemment, cet événement aux États-Unis, c'est pas le premier. Il est arrivé très souvent ce type d'incident, sauf que celui-ci apporte aussi le problème de la couverture médiatique. Si ces événements ont déjà été des événements connus, produits par le passé, surtout ces 30 dernières années où malheureusement aux États-Unis, le réseau ferroviaire est plutôt en sale état, comme d'ailleurs un certain nombre de réseaux autoroutiers qui parlent du fait que dépendent des dépenses des États eux-mêmes, aujourd'hui commencent à poser sérieux problèmes. Le fait est, c'est que malheureusement, aujourd'hui, la couverture médiatique, l'Internet, le fait que tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable et peut donc filmer, vous avez une sorte de cacophonie qui se joue sur les réseaux sociaux avec des convictions qui n'en sont pas ou des interprétations qui sont plutôt mauvaises. Mais les faits, quand on les entrecoupe, les faits, quand on les définit, les détermine, le simple fait que c'est un événement catastrophique avec une issue environnementale, en effet, soulève des inquiétudes et des questions. Et d'autant plus, comme je vous l'ai dit, les autorités locales ont été aidées par des autorités d'État, mais aucune administration fédérale spécialisée, équipée avec une logistique, n'est intervenue en temps et en heure sur cette catastrophe. Donc, force est de constater qu'en effet, le problème de ce genre de catastrophe soulève aussi des aspects financiers. On se souvient aux États-Unis du scandale de Flint avec cette problématique de l'eau contaminée parce que l'entreprise à qui on avait confié la gestion du retraitement des eaux pour des raisons économiques n'avait pas effectué certaines procédures et plus particulièrement n'avait pas changé certains filtres pour faire des économies. Or malheureusement un grand nombre de gens finalement localement ont été contaminés. Donc on en revient toujours au même problème, c'est le problème de l'argent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, avec les problématiques économiques auxquelles aujourd'hui un certain nombre de groupes, un certain nombre de finances, un certain nombre d'empires financiers sont confrontés, force est de constater qu'aujourd'hui on a plutôt fâcheuse tendance à rassurer les gens en disant pas de problème, tout est sous contrôle, alors qu'en réalité, rien n'est sous contrôle puisque le mal est fait. Oui, l'accident, l'incendie a été maîtrisé, mais les conséquences aujourd'hui de cet événement va forcément avoir des répercussions certainement dans les mois à venir. Sauf que ça aussi, il y aura malheureusement, et c'est pas spécifique aux États-Unis, c'est également le cas en France, vous allez avoir des personnes, vous allez avoir des organismes qui vont tout faire, qui vont tout tenter pour essayer de détruire, de casser la poule dans l'œuf, j'ai envie de dire, de toute réclamation, de toute enquête, de toute
constatations sur lesquelles pourraient reposer éventuellement des plaintes, voire des dédommagements, je vais y arriver, dédommagements évidemment qui peuvent se calculer en millions de dollars. Cacher quoi? Cacher quoi d'autre? Cacher quoi d'autre? L'Ukraine. Oui, on a reçu Zelensky en Europe en grande pompe, il a visité Londres, Paris, rencontré le chancelier Scholz à Paris, etc. Il a fait sa petite tournée des popotes pour s'assurer qu'on va bien lui donner, je dis bien donner, ce qu'il demande. Or, il se trouve que récemment, on a appris que les fameux missiles que Biden avait promis, les fameux missiles à longue portée, seront soumis au même principe que le Pentagone a imposé, c'est-à-dire une limitation de distance d'intervention. On a appris que même si on va envoyer des chars, les chars sont toujours pas arrivés, et déjà il semblerait qu'il y ait des problèmes logistiques importants. Les avions, alors les Polonais voudraient bien envoyer des avions, mais il faut qu'ils aient l'autorisation de leurs fournisseurs, c'est-à-dire, je crois, les Américains. Or, les Américains, pour l'instant, n'ont pas dit « OK ». Enfin, autorité américaine. Et on vient d'apprendre que l'Ukraine utilise en grande partie des munitions qui viennent de l'OTAN. Or, malheureusement, big problème, l'OTAN n'a plus suffisamment de munitions. Les forces ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des États membres de l'OTAN, qui doivent impérativement augmenter leur capacité, a averti lundi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Le rythme actuel d'utilisation des munitions de l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à la veille de la réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN. Cela met nos industries de défense sous pression. Je vous rappelle que c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer la facture, puisqu'on donne. On ne prête pas à l'Ukraine. On ne loue pas à l'Ukraine. On donne. Donc d'ailleurs, on a appris maintenant que finalement les Américains vont peut-être donner des vieux avions, si jamais des avions sont donnés à l'Ukraine. C'est du vieux matériel. Du matériel presque à la limite, qui est toujours dans l'actif, qui est toujours opérationnel, mais qui est en phase d'être pas déclassifié, mais si, on peut dire déclassifié, je ne sais plus exactement le terme, ou déférencé, enfin bref. Donc, vous voyez, déjà, on a des problèmes logistiques. C'est-à-dire que si on consomme plus que ce qu'on est capable de produire, donc ça veut dire que soit il va falloir qu'on augmente la production, donc il va falloir qu'on augmente les outils de production. Donc ça veut dire que ça va coûter plus cher. Mais qui va payer la facture? Parce que c'est bien gentil, mais encore une fois, on file des milliards d'euros, de dollars à l'Ukraine. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une commission, certains sénateurs américains voudraient monter une commission pour enquêter où va l'argent, parce que y a un problème. Il ne faudrait pas que des journalistes réussissent à révéler qu'il y a beaucoup d'argent qui, en réalité, sont partis dans la poche de Zelensky, de ses copains oligarques, voire même dans les poches de certains intermédiaires, dans certains trafics européens. On en a déjà parlé. Donc, fourniture d'avions de combat sera discutée, a-t-il poursuivi, mais à cela prendra du temps, et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées, a insisté le secrétaire général de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on n'a même pas déjà envoyé le matériel, qu'ils sont déjà dans une merde noire en matière logistique. Et enfin, rapidement, on va revenir sur cette affaire Pfizer au Parlement européen, parce que oui, l'affaire est toujours en cours, même si vos médias n'en parlent pas. Et on a eu un petit coup de pouce
alors un petit coup de pouce qui n'est pas négligeable, et dont d'ailleurs c'est marrant que la presse française, je n'en ai pas parlé, vous me direz la presse française qui vient d'aller pleurer dans les jupes de Macron pour avoir une rallonge, puisque très affaiblie par la crise sanitaire, la presse écrite va bénéficier d'une aide totale de 483 millions d'euros supplémentaires sur 2 ans, a indiqué l'Élysée, dont une partie a déjà été votée. C'est votre argent. Donc, moi, ce que je dis... Rien dans la presse de France, une fois de plus. Faut-il vraiment que ce soit un journal américain qui intente un recours en justice contre la Commission européenne pour récupérer les échanges SMS de Pfizer et de Ursula von der Leyen? En effet, c'est le journal américain The New York Times, qui n'est pas un journal considéré comme complotiste, a saisi la justice pour obliger la Commission européenne à publier des SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le patron de Pfizer, Albert Bourla, qui, ce même monsieur, a refusé de se présenter devant, pas la convocation, mais l'invitation à l'audition parlementaire sur les contrats, justement, Pfizer avec l'Union européenne. C'est ce que rapporte la plateforme d'information Politico lundi. Donc, coup de tonnerre dans les médias, un organisme de presse pignon sur rue qui s'appelle le New York Times décide d'intenter une action contre la Commission européenne pour avoir la publication de ces fameux mails, de ces fameux SMS, pardon. Alors le problème, c'est que il y a véritablement un scandale. En plus, qui vient s'intégrer au scandale, ce qu'on appelle le Qatargate, qui est toujours actif au sein du Parlement. Donc je rappelle quand même que l'Union européenne, ou plus ou moins l'administration de l'Union européenne aujourd'hui, est confrontée à 2 scandales. Mais vous ne les voyez pas chez BFM, TF1, France Inter, France Info, Europe 1, LCI... Donc, l'affaire suit son cours. Sauf que, très clairement, les institutions ont été construites, ont été montées, ont été signées, de telle manière à ce que, oui, démocratiquement, vous ayez des recours, démocratiquement, vous ayez des leviers. Sauf qu'ils ne servent strictement à rien. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Parce que tant qu'il n'y a pas une motion de censure décrétée par les parlementaires, eh bien les gens ne sont pas obligés de se soumettre aux procédures. Alors évidemment, si vous ne vous soumettez pas aux procédures, c'est-à-dire que vous suscitez dans l'opinion la suspicion. Mais à votre avis, au point où ils en sont aujourd'hui, est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je dirais même, ils font ce qu'ils veulent devant votre nez. Alors, que ce soit en France, que ce soit l'Union européenne, et même je dirais aux États-Unis et dans bien d'autres pays aujourd'hui, il se passe des choses qui quand même devraient interpeller. Mais encore une fois, peut-être que vous êtes conscient de ces choses. Vous arrivez peut-être à faire des liens. Vous arrivez peut-être à comprendre ou faire, en effet, des relations avec d'autres événements. Malheureusement, vous êtes peut-être des rares personnes qui font ces liens. Et que même si parmi vous, certains d'entre vous essayent d'en parler, essayent d'en faire prendre conscience aux autres, il y a cette chape de plomb, il y a ce couvercle qui a été reposé, déposé du complotisme. C'est une guerre qui se prépare. Pas seulement une guerre conventionnelle, mais une guerre idéologique. Une guerre dans laquelle, tôt ou tard, il faudra, en effet, en venir à des procédés, en venir à des moyens beaucoup plus radicaux, brutaux. Et là, force est de constater que on va droit vers la confrontation. Et en règle générale, comme toute confrontation, c'est jamais joli à voir. Et enfin, je terminerai cette vidéo, et on en reparlera certainement dans l'avenir. Vous avez sans doute entendu parler de ces propos de la ministre de la Culture qui
a soulevé l'idée peut-être qu'il faudrait remettre en question le droit à CNews, voire même le droit d'une manière générale aux médias appartenant à Bolloré, de pouvoir continuer à officier. Je rappelle récemment, on a pu entendre que RT France pouvait continuer à exister par le biais d'Internet, mais comme ils existaient par le biais d'Internet sans diffusion officielle sur le territoire français, mais par Internet, eh bien certains ont eu l'idée tout simplement de leur couper les vivres. Donc quand vous avez une ministre qui commence à dire « oui, je vais réfléchir, voir avec l'Arcom, quelle solution et tout », en sachant que je crois c'est peut-être dans un an, je crois, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, l'autorisation d'émettre sur les ondes françaises, vous savez qu'en France, tout est régulé, même le droit des chaînes de télévision de diffuser, pourrait être remise en question. Bah oui, parce que vous comprenez, c'est une chaîne de droite, une chaîne avec des tendances souverainistes, une chaîne qui dit des choses que certains n'aiment pas entendre. Donc, on va leur couper le sifflet. Sauf que Christine Kelly, qui a fait partie, qui a travaillé au sein de ce qui était là, c'était pas la SACEM, c'était... c'est pas CNC, mais je me souviens plus comment s'appelait le CSA, voilà, je vais chercher le nom, le CSA. Le CSA qui est devenu l'Arcom. Alors, est-ce que l'Arcom, du fait de changer le CSA en Arcom, est-ce qu'ils ont modifié les textes et que ces textes autorisent désormais un pouvoir ministériel, un pouvoir étatique, d'avoir des exigences? Ça serait quand même dangereux. Puisque Christine Kelly le disait, elle qui était au CSA, les statuts du CSA étaient bien définis, comme quoi il ne pouvait pas y avoir d'interventionnisme étatique sur l'organisation. L'organisation était indépendante. Mais comme je vous dis, comme ce n'est plus le CSA, c'est maintenant l'Arcom, allez savoir s'ils n'en ont pas profité en catimini de changer les textes, de changer les conventions, pour faire de l'Arcom finalement un ministère de la vérité. Eh oui, les taux se resserrent. On n'en a pas fini avec ces histoires. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.